Les voyants rouges ne permettent pas de partir ou imposent un arrêt immédiat s'ils s'allument en circulation. C'est le cas du voyant de frein à main ou du voyant de niveau de liquide de frein. Le voyant d'usure des plaquettes est jaune. Il n'impose pas un arrêt immédiat, mais il faudra changer les pièces usées dès que possible. Réponse C. En cas de freinage d'urgence, le système anti-blocage de roue permet de s'arrêter nettement plus tôt. Oui, réponse A. Non, réponse B. De garder la direction du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le système anti-blocage des roues évite que les roues ne se bloquent en cas de freinage trop brutal ou mal dosé. En l'absence de ce dispositif, le même résultat peut être obtenu par un bon dosage de la pression sur la pédale de frein. Mais si l'adhérence est différente selon les roues, un système anti-blocage peut gérer la situation et permettre au conducteur de conserver la maîtrise de la trajectoire malgré le stress d'un freinage d'urgence. Avec un système anti-blocage, on peut freiner très fort sans bloquer les roues et en gardant la direction du véhicule. Mais on ne s'arrête pas plus tôt pour autant. Réponse B et C. Les suspensions jouent un rôle dans la tenue de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les suspensions absorbent les inégalités de la route et maintiennent les roues en contact avec la chaussée malgré les irrégularités du revêtement ou l'effet de la force centrifuge. Elles contribuent ainsi à la tenue de route et à l'efficacité du freinage. Réponse A et C. Pour circuler en sécurité, il est nécessaire de posséder toutes les facultés requises. En particulier, les capacités physiques doivent être compatibles avec la conduite. De nombreux handicaps physiques permettent néanmoins de conduire si le véhicule est aménagé en conséquence. Mais certaines maladies sont incompatibles avec l'obtention d'un permis de conduire. En cas de doute, il faut demander l'avis du médecin. Pour pouvoir conduire une voiture ou une moto, l'acuité visuelle minimale est fixée à 5/10 pour l'ensemble des deux yeux, avec verre correcteur au besoin. Si un œil a une acuité inférieure à 1/10, l'autre œil doit avoir au moins 6/10. Si la mention verre correcteur ou le code 01 figure au verso du permis de conduire, le conducteur ne peut conduire que s'il porte des lunettes ou des lentilles cornéennes. Dans ce dernier cas, il est recommandé d'avoir en permanence à bord du véhicule une paire de lunettes utilisable en cas de perte d'une lentille. Le permis de conduire catégorie B permet de conduire les voitures particulières et certains véhicules de transport de marchandises. Avec un permis B, on peut conduire une voiture dont le poids total autorisé en charge indiqué sur la carte grise ne dépasse pas 3500 kg et comportant au maximum 8 places en plus du siège du conducteur. On peut aussi conduire une camionnette ou une fourgonnette de transport de marchandises, à condition, là encore, que le poids total autorisé en charge indiqué sur la carte grise ne dépasse pas 3500 kg. On n'est pas autorisé à transporter plus d'adultes qu'il n'y a de place prévue.
Il est aussi possible que le nombre de personnes assurées soit inférieur au nombre de places du véhicule. Dans le doute, relire les conditions prévues par le contrat d'assurance. Le titulaire d'un permis de conduire catégorie B est autorisé à conduire d'autres véhicules, car on considère qu'il a acquis les compétences nécessaires. Il peut conduire les véhicules qui nécessitent l'obtention du permis B1, les tricycles et les quadricycles à moteur. Quand il aura acquis une expérience d'au moins 2 ans avec son permis de conduire B, il pourra également conduire une moto légère ne dépassant pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kW, c'est-à-dire 15 chevaux. Toutefois, une formation pratique de quelques heures est obligatoire avant d'enfourcher la moto. Le titulaire d'un permis B peut toujours circuler avec une remorque ou une caravane ne dépassant pas 750 kg de poids total autorisé en charge, PTAC. Attention, le PTAC est le poids que peut atteindre un véhicule quand il est chargé au maximum de ses capacités. Il ne faut pas le confondre avec le poids réel, qui, lui, varie selon la charge. Mais si la remorque pèse plus de 750 kg, le permis EB est nécessaire dans 2 cas. Premier cas, si la somme des PTAC est supérieure à 3500 kg. Ici, le PTAC de la voiture est de 1850 kg et celui de la remorque de 1800 kg. La somme fait 3650 kg. Elle est supérieure à 3500 kg. Le permis EB est obligatoire pour conduire cet ensemble. Deuxième cas, si le PTAC de la remorque dépasse le poids à vide de la voiture. Ici, le poids à vide de la voiture est de 1100 kg et le PTAC de la remorque de 1200 kg. Il faut là aussi posséder le permis EB. Dès qu'il a obtenu son permis B, un conducteur peut passer le permis EB et les règles qui viennent d'être présentées le concernent de la même façon. Chaque conducteur possède un capital de points pour son permis de conduire. À chaque infraction grave commise, le nombre de points se réduit selon le barème établi. Si le capital est épuisé, le permis est annulé. Ce système vise à responsabiliser les conducteurs étourdis et à retirer de la circulation les dangereux récidivistes. Les nouveaux conducteurs ont un permis probatoire dont le capital est de 6 points. Ils obtiennent ensuite 2 points par an sur 3 ans ou 3 points par an sur 2 ans s'ils ont suivi l'apprentissage anticipé de la conduite AAC. À condition, bien entendu, qu'aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'ait été commise depuis le début de la période probatoire. Le capital de points passe alors à 12. En règle générale, les contraventions peuvent entraîner une perte de 1 à 4 points. Par exemple, excès de vitesse de moins de 50 km/h, arrêt ou stationnement dangereux, non-respect du stop, du feu rouge, etc. Mais les infractions les plus graves et les délits entraînent une perte de 6 points. Par exemple, délit de fuite, alcoolémie égale ou supérieure à 0,5 g par litre de sang, blessures involontaires, etc. Le conducteur qui ne perd qu'un point peut le récupérer automatiquement au bout d'1 an, sans autre infraction commise tout au long de l'année. Tant qu'il reste au moins 1 point sur le permis, le capital peut se reconstituer automatiquement après un délai de 3 ans sans retrait de points. On peut aussi reconstituer volontairement une partie de son capital en suivant une formation payante dans un centre agréé. Il est possible de récupérer de cette façon jusqu'à 4 points. On ne peut pas suivre un nouveau stage de récupération de points avant un délai de 2 ans. Si le capital de points est totalement épuisé, le permis est annulé.
Le conducteur devra repasser les épreuves de tous les permis qu'il souhaite retrouver. Toutefois, pendant la période d'interdiction de conduire, il peut se présenter aux épreuves du permis de conduire, sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique. Même si le véhicule ne lui appartient pas, le conducteur doit vérifier qu'il soit bien en règle sur le plan administratif. Des contrôles sont effectués régulièrement par les forces de l'ordre pour s'assurer que les usagers respectent bien la réglementation. Il peut s'agir de contrôle de vitesse, d'alcoolémie, etc. À cette occasion, les documents obligatoires sont généralement vérifiés. Attestation d'assurance et certificat d'assurance, carte grise du véhicule, permis de conduire, validité de la visite technique pour les véhicules de plus de 4 ans. En cas d'infraction, le conducteur responsable s'expose à différentes sanctions. Amende, suspension et même annulation du permis de conduire, perte de points, immobilisation ou confiscation du véhicule, peine d'emprisonnement. Par exemple, un conducteur qui ne peut pas présenter immédiatement ses papiers parce qu'il les a oubliés chez lui commet une contravention punie d'une simple amende et devra présenter ses papiers dans les 5 jours. Autre exemple, un conducteur est contrôlé alors qu'il roule à 25 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Cette contravention est sanctionnée par une amende et une perte de 2 points sur son permis de conduire. Plus grave encore, une conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,80 g d'alcool par litre de sang constitue un délit puni par une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, une suspension de permis qui peut atteindre 3 ans, 2 ans d'emprisonnement au maximum, une perte de 6 points. Cela signifie, pour les titulaires d'un permis probatoire depuis moins d'1 an, une annulation pure et simple de celui-ci. Lorsque les circonstances de l'infraction ne permettent pas d'identifier le conducteur, c'est au titulaire de la carte grise que l'amende est réclamée. C'est le cas par exemple pour les infractions concernant le stationnement. Si l'infraction est constatée sans interpellation immédiate, excès de vitesse, franchissement d'un feu rouge ou passage d'un stop sans marquer l'arrêt par exemple, le propriétaire peut indiquer à qui il avait confié son véhicule au moment de l'infraction. Et c'est cette personne qui sera alors sanctionnée. Pour pouvoir passer le permis de conduire catégorie B, il faut avoir une acuité visuelle globale d'au moins 5/10, réponse A, 6/10, réponse B, 10/10, réponse C. L'acuité visuelle minimale exigée pour conduire un véhicule avec le permis B est fixée à 5/10 pour les 2 yeux, après correction éventuelle. C'est seulement si un œil a moins de 1/10 que l'autre doit avoir au moins 6/10. Réponse A. Titulaire depuis 1 an et demi du permis B uniquement, je peux conduire une moto légère. De 80 cm3, oui, réponse A. Non, réponse B. De 125 cm3, oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins 2 ans pour obtenir l'équivalence avec le permis A1, moto légère, et avoir suivi une formation pratique de quelques heures. Tant que le délai de 2 ans n'est pas atteint, je ne suis autorisé à conduire aucune moto légère, quelle que soit sa cylindrée. Réponse B et D.
Pour conduire cet ensemble, je dois obligatoirement posséder le permis catégorie EB. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le permis de conduire EB est obligatoire pour conduire un ensemble comportant une remorque de plus de 750 kg si le PTAC de l'ensemble dépasse 3500 kg ou si le PTAC de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur. Dans le cas présenté, aucune des deux limites n'est franchie. La voiture pèse à vide 1100 kg, ce qui est supérieur aux 800 kg de la remorque, et la somme des PTAC fait 2580 kg, donc moins de 3500 kg. Le permis EB n'est pas nécessaire. Réponse B. Un conducteur n'a plus que 7 points à son permis. En suivant une formation dans un établissement agréé, il peut récupérer 2 points, réponse A, 3 points, réponse B, 4 points, réponse C. Un stage de formation dans un établissement agréé permet de récupérer jusqu'à 4 points. Ici, le conducteur avait encore 7 points. Il peut donc en récupérer 4 et son nouveau capital s'élèvera ainsi à 11 points. Réponse C. Je conduis une voiture mise en circulation depuis 3 ans et demi. À un contrôle routier, je suis tenu de présenter mon permis de conduire, réponse A, le certificat de contrôle technique, réponse B, la carte grise, réponse C, l'attestation d'assurance, réponse D. Lors d'un contrôle routier, je dois toujours présenter mon permis de conduire, la carte grise du véhicule et l'attestation d'assurance. Le certificat de contrôle technique n'est nécessaire que pour les véhicules mis en circulation depuis 4 ans. Réponse A, C et D. Les conditions climatiques rendent parfois la conduite difficile et même dangereuse. C'est notamment le cas par temps de pluie, de brouillard, de chute de neige, quand la route est couverte de neige ou que du verglas se forme sur la chaussée. C'est aussi vrai la nuit, et bien sûr à plus forte raison, lorsque la circulation s'effectue de nuit par intempérie. Le faisceau des feux se réfléchit sur la chaussée mouillée, on y voit donc moins bien. De plus, les feux des autres usagers sont plus gênants, et le risque d'éblouissement augmente. Dans ces mauvaises conditions, les principales difficultés pour le conducteur proviennent de 2 problèmes majeurs. La baisse de la visibilité, la diminution de l'adhérence. Quand la visibilité diminue, le principal risque, c'est de découvrir brusquement un obstacle sur la chaussée et de ne pas pouvoir s'arrêter à temps si nécessaire, ni même passer à côté. Pour éviter une telle situation, il suffit de réduire la vitesse pour pouvoir s'arrêter dans la zone de visibilité et sans risquer de se faire percuter par le véhicule de derrière. Plus la visibilité diminue, plus l'allure doit être réduite. En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h au maximum sur route comme sur autoroute. Pour mieux voir, les feux doivent être propres et en bon état de fonctionnement.
la propreté intérieure et extérieure des vitres doit être assurée. Par temps de neige ou de givre, il n'est pas question de partir sans avoir dégagé complètement toutes les surfaces vitrées, y compris les rétroviseurs et les feux. En circulation, pour éviter la formation de buée ou de givre, il est nécessaire d'utiliser au mieux les accessoires du véhicule. Air chaud dirigé vers les vitres, dégivrage électrique, aération permanente ou climatiseur. Par temps de pluie, de brouillard ou de chute de neige, on apprécie d'avoir des essuie-glaces en bon état et un réservoir de liquide lave-glace bien rempli. Quand il pleut ou que la chaussée est mouillée, les projections des autres véhicules peuvent réduire très fortement la visibilité. En suivant un usager ou avant de croiser un véhicule lourd, il est préférable d'augmenter la vitesse de balayage des essuie-glaces. Enfin, dès que la lumière baisse, il est indispensable d'allumer les feux pour être vu du plus loin possible. De nuit, les feux de route permettent d'éclairer la route à une distance importante. Quand la chaussée n'est pas déjà éclairée, il faut les utiliser chaque fois qu'on peut le faire sans gêner un usager. Attention, l'œil a besoin d'un temps d'adaptation en passant d'une zone éclairée à une zone sombre. De nuit, il est difficile d'évaluer une distance et l'appréciation des vitesses est faussée. C'est pourquoi il est nécessaire de contrôler encore plus souvent l'indicateur de vitesse. En cas d'éblouissement, le conducteur risque de ne pas voir un obstacle ou un usager mal éclairé. Il dispose rarement de l'espace suffisant pour faire un écart. La seule possibilité pour éviter l'accident, c'est de freiner à temps. Pour limiter ce risque, il faut anticiper, c'est-à-dire, avant de passer en feu de croisement, regarder la route le plus loin possible, au maximum de la portée des feux de route. Dès qu'on est en feu de croisement, regardez le bord droit de la chaussée aussi loin qu'ils éclairent. Si l'usager croisé reste en feu de route, ne pas regarder dans sa direction, mais ralentir et lui faire un appel lumineux. Quand la visibilité est réduite, les véhicules mal éclairés présentent un risque important. En cas d'intempérie et dès que le jour baisse, il faut allumer les feux de croisement. Ils permettent de se rendre visibles des autres usagers. L'usage des feux de brouillard arrière par temps de brouillard ou de chute de neige rend un véhicule visible de plus loin. Ça laisse à l'usager qui me suit plus de temps pour réagir. Attention de ne pas confondre une voiture borgne avec une moto. L'avertisseur sonore aide aussi à signaler sa présence, notamment à l'approche des intersections, des virages ou des sommets de côte. De nuit, on utilise l'avertisseur lumineux à chaque fois que la visibilité est insuffisante. Le soleil peut aussi réduire la visibilité. Le matin ou le soir, quand il est bas à l'horizon, il éblouit le conducteur. Il faut ralentir et regarder le bord droit de la route le plus loin possible. Le pare-brise doit être impeccable. On apprécie là encore un lave-glace bien rempli et des essuie-glaces en bon état. Chaque fois que la visibilité est mauvaise, augmentez les intervalles de sécurité, évitez d'effectuer des dépassements en dehors des voies en sens unique, Et pensez à se rendre visible des autres usagers de la route en allumant au moins les feux de croisement. Les mauvaises conditions climatiques posent des problèmes de visibilité, mais elles réduisent aussi l'adhérence. C'est le cas par temps de pluie. L'eau qui s'intercale entre la route et le pneu l'empêche d'accrocher au revêtement. Au freinage, il suffit d'appuyer un peu trop fort sur la pédale pour que les roues se bloquent et glissent. On ne peut plus diriger le véhicule et la distance d'arrêt s'allonge. Il faut relâcher la pression
et reprendre le freinage plus modérément. Afin d'éviter une telle situation, le freinage doit être plus léger. Mais bien entendu, il faudra plus de temps pour s'arrêter. Sur une chaussée mouillée, la distance de freinage est multipliée par 2. Si le véhicule est équipé d'ABS, le risque de blocage est écarté. Mais comme la distance de freinage dépend de l'adhérence, elle reste 2 fois plus longue sur route mouillée que sur route sèche. La diminution de l'adhérence sur chaussée mouillée pose également des problèmes en virage. En effet, la force centrifuge qui attire la voiture vers l'extérieur de la courbe reste la même, que la route soit sèche ou mouillée. À vitesse égale, le véhicule risque de déraper dans un virage qui ne posait pas de problème par temps sec. Les rainures des pneus permettent d'évacuer l'eau. Mais il ne faut pas dépasser les limites. Si la quantité d'eau est trop grande ou si les rainures ne sont plus assez profondes, l'eau s'accumule et soulève les pneus. C'est l'aquaplanage. La voiture glisse sur un tapis d'eau